Je vais essayer de vous aider. C'est pas un cours, hein, détendez-vous. C'est samedi. Mais je vais vous donner des petits trucs, des petites astuces pour essayer de surmonter les difficultés puisque si vous êtes là, c'est que vous avez quelques difficultés. Dites-moi dans quelle classe vous êtes déjà, parce qu'on se connaît pas encore. Sarah, vous êtes dans quelle classe? BTS JPME, Première ou deuxième année? deuxième. Deuxième année. Ah bah, vous avez la chance d'avoir des cours avec Pascal Muller, donc. Oui, oui, Cool. et c'est super. Depuis qu'elle est là, c'est super. Ouais, elle vous aime bien. Elle me parle de vous à chaque fois qu'elle fait cours. Elle me dit, je vais le faire progresser. Ça va. Ça y est, il commence à participer et tout. Elle est contente de vous avoir. Bah, c'est réciproque, on est content aussi de l'avoir. Eh ben, c'est super. Bon, vous savez que c'est la directrice, que je suis directeur, mais qu'on est mariés hein, tous les deux. Donc c'est pour ça qu'on se parle beaucoup. Elle nous l'a dit hier. Ah, vous l'avez dit. Ah, là, là, d'accord. Ok. Ok. Fortune, vous êtes dans quelle classe, vous? CG2. CG2. Oui, Ok. Ça vous plaît? oui, ça me plaît. Bon. Ah, Farah a mis sa caméra, c'est sympa. Je vous oblige pas à les mettre, hein, vous faites comme vous voulez. Bonjour. Bonjour Sarah. Farah, pardon, Non, mais il n'y excusez-moi. a pas de souci. Bonjour Farah. Ouais, vous avez le droit de pas mettre la caméra, moi, je m'en fiche. Mais faites comme Monica dans ce cas-là. Bonjour Monica. Mettez-moi une petite image. Ça me déprime les rectangles noirs avec juste un prénom. Donc, si vous avez, vous connaissez dans Zoom la petite fonction, vous avez un petit bouclier vert en haut à gauche avec les renseignements sur la réunion. Si vous cliquez dessus, vous avez une petite roue qui vous montre les fonctionnalités et tout ça et tout ça. Regardez, moi, je mets ma caméra, je suis même pas maquillé. Bonjour Cassandra. Bonjour, oui. Qui est oui? Why? Bonjour. Bonjour. Bonjour iPhone. Ah non, c'est Nadi. C'est ça, Nadi? Oui, c'est ça, c'est moi. OK. Bonjour C'est bien le cours de Godi. CEJM. C'est pas un cours, c'est de la Enfin, le soutien, méthodologie. pardon. Et oui, voilà, c'est ça. Ouais. C'est pour vous donner quelques trucs et astuces pour essayer de vous débloquer dans cette matière. Vous voyez? Ok. Alors, je suis pas prof de CEJM, mais je l'ai enseigné aussi. Et par ailleurs, bonjour Claudia. Ah, voilà, et ben voilà, les quatre plus beaux, c'est Farah, Cassandra, Sarah et moi. Parce que nous, on a mis la caméra alors qu'on n'est même pas maquillé, du moins moi. Et pas coiffé, mais moi, je suis rarement coiffé. Nadie est très belle aussi. Voilà. Les autres, vous n'êtes pas beaux. Monica est un peu belle parce qu'elle a mis une image sympa. Ah, voilà, Monica a mis sa caméra, c'est super. Je vous oblige pas à les mettre. Hein. Je vais pas vous faire la guerre, vous inquiétez pas. Mais c'est sympa d'avoir au moins une petite image ou une petite photo de vous. Voilà, ça arrive, il est 10h02, on attend encore 3 minutes et on commence, d'accord? Alors, j'ai besoin que vous ayez un document. Je vais vous le partager dans le chat, d'accord? On va travailler sur les patates, ça va nous donner faim. Alors, vous allez me dire si vous le recevez bien. Pardon si j'ai pas salué quelqu'un. Bonjour Ryan, bonjour Vanessa, bonjour Whitney. Pardon si j'ai pas salué quelqu'un en particulier, c'est juste que je l'ai pas vu passer. Voilà. Alors, hop, discussion, je partage. Alors, il faut que j'enregistre avant. Oh là là. Bah, je l'ai enregistré. J'ai préparé quand même la séance. Donc, discussion, partage de documents. Alors, bureau, BTS. Devoir BTS. Tout. Alors, où il est? Voilà, épreuve Calto. Est-ce que vous pouvez me dire, il est en train de se charger dans le chat et vous allez pouvoir le récupérer dans une seconde. Est-ce que vous pouvez me confirmer que vous l'avez bien? Oui, c'est bon. C'est bon? Oui, oui. Bonjour Loïs, bonjour Diala qui arrive. Ah, Diala arrive en double carrément. Elle y va fort. Bon, on ne se connaît pas, je vais quand même me présenter. Je suis Jean-Christophe Delmas, directeur de l'école avec Pascal Muller qui est directrice. Euh, et comme on s'ennuie le samedi matin, au lieu d'aller se promener
ou de faire la cuisine ou de faire la grasse matinée, on a décidé de donner un coup de main à nos élèves de BTS qui le demandent pour des matières. Voilà. Moi, je vous proposerai, si vous le souhaitez, par exemple, de la méthodologie équivalente en culture générale, en anglais la semaine prochaine. Je crois que c'est programmé. Alors, c'est un peu plus compliqué en anglais parce que quand on voulait qu'on fasse de la méthodologie en anglais, mais je suis en train de préparer 2-3 trucs. En culture G aussi, j'ai une longue expérience enseignement de la culture générale. Et en fait, c'est ce qui m'agace un peu, c'est que c'est une épreuve qui est facile si on a un petit peu de méthode, mais que ça a tendance à effrayer les étudiants. Alors, commencez par me dire, j'aime bien quand on dialogue, hein, donc n'hésitez pas au passage à utiliser la petite icône réaction. Quand c'est OK, vous me dites OK, je peux avancer. C'est que vous avez compris, d'accord? Ou alors, si vous avez pas envie de brancher votre micro, tout ça, vous pouvez aussi me poser des questions dans le chat. J'ai toujours un œil sur le chat et je reformulerai la question à tout le monde si vous n'avez pas envie de prendre la parole. Mais bon, j'aime bien que ce soit un peu interactif. CEJM, qu'est-ce qui vous pose problème? Pourquoi vous avez demandé du soutien? Ça vous paraît très difficile? Dites-moi, qu'est-ce qui vous bloque dans cette matière? Moi, personnellement, Personnellement, moi, monsieur, c'est. Vas-y. Ouais, allez-y, Gaudi. C'est Non, Gaudi non, votre c'est prénom bon, ou c'est bon. Dwight? Ah, vas-y. C'est Godit White, c'est pareil. Ok, alors allez-y, Gaudi, Dwight. Merci. Moi, personnellement, c'est les bases, en fait. Comme j'ai eu du mal, j'ai pas voulu les suivre dès le début, bah, j'ai pas de base, on va dire, en CGM. Je connais vraiment pas les bases, quoi. D'accord? Mais est-ce que vous saviez, Gaudi Dwight, c'est original comme prénom, Gaudi Dwight. Est-ce que vous savez, Gaudi Dwight, que vous avez besoin, en fait, pour faire un devoir et aller Non, décrocher la White, c'est mon moyenne? nom de famille. Ah, pardon, alors Gaudi, excusez-moi, je vous appelais par votre prénom, c'est plus convivial. Est-ce que vous savez, Gaudi, que même sans les bases, vous pouvez réussir à accrocher la moyenne avec un tout petit peu de méthode? Ça devrait vous remonter le moral, Euh, ça, non? oui, je le sais, mais ça dépend, en fait. Ok. Alors, on va voir. Je vais vous donner des exemples. Qui d'autre me dit en toute franchise comme ça, en toute liberté, qu'est-ce qui le bloque ou qu'est-ce qui la bloque? Qu'est-ce qui lui fait peur dans cette épreuve? Qu'est-ce qui fait que vous êtes là, en fait? moi, j'avais du mal avec notre prof de l'année dernière. Et la matière en elle-même, j'ai du mal. Donc, j'avais eu un entretien, on m'avait dit qu'il y avait une méthode, mais j'arrive pas à la prendre, en fait, à la pratiquer, et j'arrive pas. Ok. Donc, en fait, vous êtes devant votre feuille blanche, on va dire, et puis vous bloquez, c'est ça? Et puis, alors, qu'est-ce qu'on vous a dit de faire quand vous avez… Est-ce que vous avez tous… Alors, je vais partager mon écran, hein, et puis on va… Voilà. Vous avez tous ça sous les yeux. C'est bon, je l'ai partagé dans le chat. C'est une épreuve de l'an dernier que j'ai prise au hasard, mais j'aurais pu en choisir d'autres. Est-ce que vous pouvez me confirmer que vous avez ça? Oui, c'est bon, monsieur. Ok, parce qu'il faut que vous puissiez suivre. Donc, vous avez ça. Vous vous dites, dites-moi si je me trompe, hein. N'hésitez pas à me contredire, ça ne me dérange pas du tout. J'ai pas de problème avec ça, hein. Mais vous voyez ça, vous voyez qu'il y a 4 heures, et puis vous voyez 15 pages, 15 pages, et vous vous dites, oh mon Dieu, et bah, vous commencez à lire, on est d'accord? Et vous lisez attentivement. Oui. Ok, n'hésitez pas à utiliser. Alors, j'ai 2 interventions dans le forum. Oui, d'accord. Donc, Alimatou nous confirme. Euh, N'hésitez pas à utiliser les petites émoticônes là, pour me dire si vous êtes d'accord ou pas, hein. Donc, vous commencez à lire, à relire, et puis finalement, rien ne vous vient, ou pas grand-chose. Est-ce que c'est ça? Moi, je commence à lire les questions avant. Oui, Gaudi, ok. Et alors, une fois que vous avez lu les questions, Gaudi, qu'est-ce que vous faites? Bah, je commence à les traiter, je me base sur les annexes. Vous commencez à les traiter en vous basant sur les annexes, les documents et tout ça. C'est ça, c'est ça. D'accord, donc vous lisez les questions. Est-ce que vous les écrivez? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Ah ah, vous écrivez pas les questions, donc vous les lisez
Qu'est-ce qui se passe quand on se met à lire 15 pages? On ne prend pas toutes les informations. Claudia, oui, non seulement on ne prend pas toutes les informations, mais on ne comprend rien. On ne sait Oui. même plus de quoi il s'agit. On est d'accord? Oui. On commence à lire le document de présentation. Alors là, c'est sur la chips à la patate. Hein, on commence à lire Alto. Vous voyez mon partage d'écran? Oui, Ok. Donc, on commence à lire, c'est une entreprise industrielle. On s'en fout. Située à Saint-Géran, on s'en fout. Elle a été créée en 1991, ça n'a aucun intérêt. Bref, on commence à lire des tonnes d'informations qui n'ont absolument aucun intérêt. Vous êtes d'accord avec moi? Bah, moi, monsieur, en fait, je lis d'abord les questions. Je reprends les questions de, Oui, vous lisez d'abord et les après, questions et après vous lisez les documents. Ryan, c'est ça? Ok. Ouais, mais en lisant les documents, est-ce qu'au bout de 3-4 pages, parce qu'il y en a quand même 15 pages, c'est écrit en haut, hein, 15 pages, 15 pages de documents, d'annexes, de machins, dans toutes ces annexes, dans tous ces documents, vous croyez que quel pourcentage va vous être utile à répondre? bah, il faut d'abord repérer les questions. Bah, moi, ce que je vois, en fait, c'est que je réfère le document par rapport à une question, chaque document a une utilité. C'est-à-dire que, donc, on va dire que l'annexe Alors, 3 est du droit, bah, je vais la faire donc, au droit. je crois, alors je vais reformuler ce que dit Ryan parce que je crois avoir compris ce que vous me dites, Ryan, vous me confirmez ou pas? Mais on vous entendait très mal. Je ne sais pas si tout le monde vous a bien entendu. Ryan nous dit qu'il lit les questions, puis ensuite, avec chaque document, il regarde ce qui va permettre de répondre à chaque question. Mais vous continuez à lire les documents, on est d'accord. Oui, bien sûr. Quand on est au BTS ou en épreuve, en situation de stress, et qu'on lit 15 pages de suite, et qu'on est à la fin, qu'est-ce qui se passe? Au final, on n'a pas vraiment pris d'informations. Au Parce que... final, on a pris… Pardon, Farah, je vous laisse Non, il n'y a pas de terminer. souci parce que on se dit qu'on doit lire parce qu'il faut bien commencer déjà. Et, Oui, on se raccroche à puis, ce qu'on a. voilà. Et puis au final, c'est plus pour nous un petit peu nous contextualiser, nous dire voilà, on est dans telle société, elle fait cette activité-là. Et puis, Oui, enfin voilà, on n'a pas vraiment pris plus d'informations que ça, on n'a pas vraiment plus non, de contenu que ça en fait à la fin. non. Et comme on est stressé, à la fin des 15 pages, on n'a plus qu'à tout recommencer, sauf qu'on a perdu 20 minutes, une demi-heure. Oui ou non? Et voilà, c'est comme en culture G. En culture générale, je lis des fois sur Internet des conseils, y compris de profs, qui disent on commence par lire attentivement les documents. Je suis désolé, si on commence par lire attentivement des documents, on perd une demi-heure, 40 minutes sur l'épreuve, c'est-à-dire presque un quart de l'épreuve en temps. Hein. Et vous savez très bien qu'une de vos difficultés, c'est gérer le temps. On perd une demi-heure, 40 minutes à lire des documents et à la fin, on est tellement stressé, on a lu tellement de trucs différents avec du droit, avec de l'économie, avec des informations utiles, mais on ne sait pas qu'elles sont utiles encore. Des informations totalement inutiles. On passe autant de temps à lire des trucs qui servent à rien que des trucs qui sont très importants pour répondre aux questions. Oui, mais quand on le fait, quand on le lit, on ne fait pas la différence entre ce qui va nous être utile et ce qui va nous permettre de répondre aux questions. Or, je vais vous montrer que toutes les réponses sont dans les annexes. Il n'y a même pas besoin d'avoir des connaissances sur cette épreuve. Donc, si vous commencez par lire les questions ou lire et enchaîner sur la lecture des documents, vous perdez un temps précieux. Je vous donne la parole tout de suite, Stéphanie. En fait, vous n'apprenez rien, vous ne prenez rien qui va vous être réellement utile pour répondre aux questions. À la fin, vous avez déjà tout oublié ce que vous avez lu au début, vous n'avez plus qu'à recommencer et vous avez, j'allais dire, pardonnez-moi l'expression, flingué votre temps. Vous êtes cuit pour terminer l'épreuve dans les temps. Donc, je vais vous demander de me faire confiance et la prochaine fois que vous faites un BTS blanc ou un exercice, d'utiliser plutôt la méthode que je vais vous proposer. Stéphanie. Oui, vous m'entendez? Oui, je vous entends très bien, Ah, Stéphanie. super. Moi, je sais que moi, ma méthodologie, c'est plutôt de lire les questions
Mhm. Et après, dans les annexes, je cherche des réponses ou des idées. On y est. Donc, voilà, moi, c'est ce que je fais personnellement. Oui. Et vous avez des bonnes notes? Là, au BTS Blanc, il me semble que j'ai eu 11. Eh ben, Mais en c'est fait, pas, eh ben, c'est pas mal déjà. ouais, mais C'est je pas pense que mal. De j'ai tête, manqué la de temps moyenne sur ça. nationale, elle est autour de 7,5. Ah oui, bon, Eh bah, oui. je suis contente. Donc, ça prouve que, Stéphanie, ça prouve que vous avez déjà une meilleure méthode que lire. Parce que quand on lit tout, à la fin, on a tout oublié, on n'a rien retenu, et on n'a plus qu'à recommencer. Alors moi, la méthode que je vous propose, c'est la suivante. Vous me dites ce que vous en pensez, mais je vous propose de la tester. Après, hein, je vous proposerai, par exemple, de faire ça, de me l'envoyer si vous le souhaitez. Rien n'oblige, hein, je ne veux pas vous donner du boulot en plus, mais vous faites comme vous voulez. Mais vous pouvez tester cette méthode. Vous ne lisez pas les documents. Vous lisez juste le tout début. Il y a une société, voilà, elle s'appelle Alto, on va en parler, elle fabrique des chips. C'est tout. Donc, voilà, pouf, pas plus. Vous lisez le titre, la société, vous parcourez, ça vous prend 2 minutes. Et ensuite, vous allez directement à cette partie-là. 3 missions. Et vous prenez 3 feuilles de brouillon différentes. En haut de la première feuille, vous notez mission 1, la société Alto et ses parties prenantes. En haut de la feuille 2, la société Alto et son développement. En haut de la feuille 3, mission 3, la société Alto et ses conditions de travail. Et ensuite, vous ne lisez toujours pas les documents. Vous allez là. Pour chaque sujet, on vous détaille des questions qui vont structurer vos missions en 3 réponses. Donc, sur la feuille 1, alors attendez, je vais vous prendre une feuille. En haut, vous mettez « Identifier les finalités de la société Alto ». Au milieu de la feuille, vous mettez « Distinguer les parties prenantes et leurs attentes respectives ». Et plus en bas, vous mettez « Présenter les enjeux économiques pour la société Alto de confier la production de ses pommes de terre à des partenaires extérieurs ». C'est-à-dire que sur vos 3 brouillons, vous mettez au départ les 3 questions et ça sera la structure de votre plan. Et là, vous pourrez commencer à avancer. Vous ne lisez toujours pas les documents. Et vous n'allez toujours pas lire les documents. Pareil, sur la feuille 2, la mission 2, vous allez voir, voilà, elle est découpée en 2 questions. Vous notez les 2 questions sur la feuille. Alors, petit conseil, ça, c'est ce que vous faites au début, mais si j'étais vous, je prendrais déjà 3 feuilles pour la mission 1 de brouillon, des fois qu'il y a beaucoup de choses à dire, 2 feuilles pour la mission 2, puisqu'il y a 2 questions seulement, et pour la mission 3, ah ben non, pardon, il y en a 3. Donc, 3 feuilles pour la mission 2 et 3 feuilles différentes pour la mission 3. Regardez, les leviers de motivation, les conséquences sur l'organisation du travail, l'argumentation juridique pour la... Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, moi, je prendrais 9 feuilles de brouillon. Mais vous pouvez commencer avec 3, avec les 3 questions bien indiquées dessus. Est-ce que tout le monde comprend? Ainsi, vous avez, dès le départ, en tête la structure de votre devoir. Vous ne lisez toujours pas les documents. Quand on se met à lire les documents, on est aspiré par les documents. On n'a plus aucune connaissance, on n'a plus aucun recul. On est le nez, là, dans les patates. Stéphanie? Non, pardon, juste oublié de baisser ma main. Ah, Désolée. c'est pas grave, c'est pas grave. Pardon. Ok, donc faites-moi confiance. Je sais que la tentation est forte de se jeter dans les documents parce que vous voyez tous les autres en plus autour de vous dans la salle qui commencent à lire les documents et à écrire, à recopier des trucs. Ils perdent leur temps. Ils perdent leur temps. Vous, préparez vos brouillons. Préparez vos brouillons avec 3 missions qui seront vos 3 grandes parties et 3 questions qui seront vos sous-parties. Clair pour tout le monde? Et vous ne lisez toujours pas les documents. Vous prenez votre brouillon et vous vous dites « Qu'est-ce que je sais, moi, là-dessus » Qu'est-ce que je sais, moi, là-dessus? Pour chacune des questions. Si vous ne savez rien, ce n'est pas grave. Vous allez le chercher.
Mais si vous savez déjà des choses, il faut le noter avant de lire les documents parce que sinon, quand on lit les documents, on est aspiré par les documents et on ne sait plus rien. On oublie qu'on a des connaissances personnelles. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Donc, on commence par se poser la question, qu'est-ce que je sais? Alors, par exemple, identifier les finalités de la société Alto. Alors, on ne connaît pas la société, on n'a pas lu les documents, mais on s'en fiche. C'est quoi les finalités d'une société? Des finalités sociétales, économiques. Oui, c'est des finalités sociétales, des finalités économiques. Donc, et qu'est-ce qu'on fait? On le note sur son brouillon. On le note sans faire de phrase, hein, sans rédiger. Mais on met une flèche, finalité sociétale, finalité économique, objectif, faire des bénéfices. Hein. La première finalité d'une société, tout le monde est d'accord, c'est une entreprise, c'est gagner de l'argent. C'est d'être, comme on dit, pérenne. C'est de pouvoir poursuivre ses activités. Et si elle ne gagne pas d'argent, elle ne paye pas ses employés, ça. Donc, vous savez tous des choses sur les finalités de toutes les sociétés. Commencez donc par dire ce que vous savez sur les finalités de toute société. Et vous verrez bien plus tard si Alto a ou pas des finalités particulières. Mais vous montrez au correcteur que vous savez ce que c'est que les finalités d'une société. Donc, le correcteur commence, vous savez, 90% des copies, c'est de la paraphrase des documents. Et en plus, ça répond même pas à la question. Si vous faites l'effort de maintenir les documents de côté pendant une petite demi-heure et de réfléchir à qu'est-ce que je sais dire de général là-dessus, eh bien, vous montrez déjà au correcteur que vous maîtrisez le sujet et que vous n'êtes pas comme 90% des candidats qui se mettent à recopier des bouts de façon complètement aléatoire. Est-ce que vous voyez l'intérêt de cette méthode? L'intérêt de cette méthode, c'est que vous vous faites pas aspirer par les documents bêtement. Vous perdez pas une demi-heure dès le départ à lire des trucs que vous ne comprenez pas, où vous voyez pas où sont les éléments de réponse, etc., etc. Vous commencez par réfléchir sur qu'est-ce que je cherche, qu'est-ce que je vais chercher, qu'est-ce que je sais là-dessus d'abord, qu'est-ce que je sais moi là-dessus en général, pas sur la société Alto, sur les finalités de toute entreprise. Et vous envoyez un message en commençant votre réponse, parce que ce sera la première ligne que lira le correcteur, vous commencez par dire au correcteur, voilà, j'ai appris des choses. Si vous rentrez dans les documents, vous direz rien au correcteur. Donc, laissez les documents de côté. Je sais que c'est surprenant, je sais que c'est déstabilisant, mais c'est mon conseil. Commencez par répondre sans utiliser les documents. Les finalités d'une société, selon moi, sont les suivantes. Si après, dans les documents, vous trouvez des finalités auxquelles vous n'avez pas pensé, vous compléterez le début de votre réponse. Soyez malin. Mais au moins, vous savez ce que vous allez chercher en lisant les documents. Deuxième question, distinguer les parties prenantes et leurs attentes. Qu'est-ce qu'il peut y avoir comme parties prenantes dans une société? Les clients, les fournisseurs, les actionnaires. Hop. Stéphanie. Oui. Très Pardon. bien. Vous le notez avant d'aller lire. Les parties prenantes d'une société, d'une entreprise, sont toujours les suivantes: des clients, des fournisseurs, des employés, etc., etc. Vous montrez donc au correcteur que vous savez ce que c'est que des parties prenantes, et puis après, vous irez vérifier que vous n'en avez pas oublié. Monsieur, Ok, excusez-moi. Stéphanie? Oui, je Ok. vous en prie. J'ai une question. Donc, ça veut Claudia, dire, Claudia, allez-y. pour avoir le plus de points, ce qu'il faut faire, c'est définir les mots-clés. Yep, absolument, Claudia. Et si vous êtes gentil, je vous enverrai un truc qui est précieux. Vous n'avez pas besoin d'apprendre des pages et des pages de cours. Hein. Vous avez besoin d'apprendre ça. C'est tous les mots-clés du programme de CEJM. Et chaque mot-clé, on en fait le pari. Par exemple, je cherche à partie prenante. Vous allez voir que je ne vais pas le trouver. Partie prenante. Acteur qui participe à la vie de l'entreprise et interagit c'est pas beau de dire, et interagit avec ses activités. Je ne sais pas si vous le voyez. Vous voulez que je vous envoie ça? C'est juste un lexique. Ce lexique vous permet de commencer chaque réponse par une définition
Voilà. Et je vous assure que le correcteur qui voit les parties prenantes d'une société, alors je vais le retrouver, sont les acteurs qui participent à sa vie de l'entreprise et interagissent avec ses activités. On peut distinguer, et puis après vous ajoutez ce que vous savez. Stéphanie l'a très bien dit. On peut dire les clients, les fournisseurs, les syndicats, les employés, peut-être il y en a d'autres, etc. Le correcteur qui voit ça se dit « Mon Dieu, enfin une copie qui sort du lot ». Et vous, en plus, vous savez ce que vous allez chercher quand vous allez lire les documents. Pourquoi je m'énerve, moi? Mais en plus, vous savez ce que vous allez chercher lorsque vous allez lire les documents. Vous l'avez en tête puisque vous avez commencé à réfléchir dessus avant d'être aspiré par les documents. Vous prenez donc de la hauteur et c'est vous qui allez maîtriser le corpus de documents. C'est pas lui qui va vous maîtriser. Est-ce que tout le monde comprend? Faites-moi confiance. Je sais qu'il est tentant de se jeter sur les documents pour avoir des choses à écrire. Mais qu'est-ce que vous ferez d'autre que de la paraphrase si vous faites ça? Prenez le temps de réfléchir. Vous avez, j'ai pas compté, mais allez, sur tout le programme de CJM, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 pages de définition. Ces 6 pages de définition vous donnent l'accroche de chacune de vos réponses. Vous percutez juste sur un mot-clé dans la phrase et vous aurez forcément une définition. Et à partir de là, vous montrez en 3 lignes au correcteur, je sais de quoi je parle. Et ensuite, je vais vous dire, cette société, voilà ce qu'elle a de particulier. Puisque c'est ça l'intérêt du sujet. Et c'est valable sur les réponses de nature économique. Là, on voit bien que les 3 premières questions, c'est économique. Mais c'est valable aussi pour la réponse de nature juridique. Allez, vous avez, on va dire 100 mots à connaître, 100 mots-clés à connaître dans le programme de CEJM. Si vous les connaissez et vous savez faire une petite définition de ces 100 mots et que vous avez 2-3 trucs à dire dessus, vous changerez complètement la donne et vous n'aurez plus de difficulté pour commencer votre devoir. Commencez par dire au correcteur, voilà ce que je sais sur cette question de manière générale. Après, je vais vous faire plaisir, j'irai chercher dans les documents ce qui caractérise ce cas particulier. Mais je commence par vous dire, le message c'est « j'ai des connaissances ». Ne vous laissez pas aspirer par les documents. Commencez par prendre votre feuille de brouillon et par dire ce que vous savez de la réponse. Ce que vous savez, vous. En fait, si je comprends bien, oui, Farah. Ça voudrait dire que dans un premier temps, on va essayer de définir à peu près les termes de la question. Yes. Et avec le cas, on va illustrer ce qu'on vient de dire. Excellent. Si vous comprenez ça, vous ne pouvez pas avoir en dessous de la moyenne. Parce que, vous allez essayer de définir. Cette définition, vous pourrez la nuancer, la reprendre, la compléter en vous aidant des annexes. Mais vous allez commencer par prendre la main, définir et ensuite illustrer. Oui, c'est exactement ça. Donc c'est plus pour prouver qu'on sait de quoi on parle en fait. Oui. Okay. Ce que ne font pas 90% des copies de BTS. Ok. Si vous comprenez ça et si vous faites l'effort de changer de méthode et de commencer comme ça, à partir du moment où, après, toutes les réponses sont dans les annexes, il est inutile pour l'épreuve CEJM d'apprendre des pages et des pages par cœur. Pardon, quelqu'un m'a mis un message dans le forum. Bonjour monsieur, je suis un élève de CIF, je n'ai pas trop de connexion. Vous envoyez si possible le lexique du cours CEJM. Ok, alors le lexique, il est dans un bouquin, quoi. Je vous montre, hein. Je vais vous l'envoyer bien sûr. Et c'est Sako. Oui, Sako, je vais vous l'envoyer par mail. Avec plaisir. Simplement, vous me laissez le temps de faire des photocopies. OK? Parce que il faut que... Moi, j'ai pas l'appareil, c'est Pascal Muller qui a l'appareil pour faire des scans. Moi, je suis vieux. Hein. J'aime pas les trucs modernes, les iPads, les machins comme ça. Vous avez vu, moi, j'ai des 33 tours encore. Donc, je suis de la vieille école. Et je refuse... tout ce qui est moderne. Ok, Sako. Sako, vous m'écrivez un mail. D'ailleurs, j'en profite pour vous mettre mon mail à tous dans le forum de discussion. Si vous avez des questions, si vous voulez m'envoyer des exercices. Alors, JC comme Jean-Christophe, delmas@iscg.fr et entre nous, on ne fait
Vous m'envoyez des mails directs, hein, c'est pas la peine de m'appeler monsieur, mettre des formules de politesse à rallonge. Hein. On fait, voilà. Donc, si vous avez besoin, ou si j'oublie de vous envoyer un document, vous m'envoyez un petit mail et puis je vous renvoie ça. Donc, Merci. je reprends. Je vous en prie. Principe numéro 1, on ne se laisse pas avoir, on ne rentre pas dans les documents tant qu'on n'a pas donné quelques informations, quelques éléments de nos connaissances personnelles en réponse à la question. C'est la première chose que le correcteur lira et je vous assure que ça vous démarquera de la plupart des copies qui seront une simple paraphrase des annexes. Et en plus, une paraphrase à côté de la plaque parce que les candidats, à cause du stress, à cause d'une mauvaise méthodologie, ne penseront pas à aller mobiliser leurs connaissances pour commencer. Par ailleurs, les enjeux économiques de donner la production de pommes de terre à des partenaires extérieurs, ça pourrait être quoi? Parce qu'il n'y a pas que des choses à apprendre, il y a un petit peu de réflexion personnelle. Pourquoi une entreprise confie-t-elle? Pensez, autre conseil, pardonnez-moi, mais j'ai tellement de trucs à vous dire que ça se mélange un peu. Autre conseil, pensez général au début. Pensez pas Société Alto, on s'en fiche. C'est un cas, c'est une illustration. D'une manière générale, quels sont les enjeux économiques à confier la production de quelque chose à des partenaires extérieurs? Pourquoi on ne le ferait pas soi-même? Allez, un peu de bon sens. C'est vrai? Non, j'ai dit que c'est d'externalisation. Oui, eh ben vous notez le terme externalisation et vous gagnez un point. On externalise des activités. Des sociétés choisissent d'externaliser certaines activités. Excellent. Le correcteur lit ça, il tombe presque à genoux, tellement il est content par rapport aux 150 copies qu'il vient de corriger et qui sont la vague paraphrase qui n'a pas de sens. Donc voilà, externaliser, le mot externaliser sa production, une partie de sa production ou de ses matières premières ou autres, ça vous rapporte un point, bien joué. Alors, pourquoi est-ce qu'on fait ça d'une manière générale? Par exemple, moi, j'ai externalisé la gestion du site internet de l'ISCG. Pourquoi? Parce que c'est plus rentable, financièrement. Ça me coûte des sous. C'est pas forcément plus rentable. Ça peut l'être, je sais pas. Ça peut être un argument, Stéphanie. Je rejette pas ce que vous venez de dire. Oui, ou un gain de temps. Alors, un gain de temps, mais écrivez. peut-être plus aussi pour la qualité Et oui, bien sûr. travail, parce que c'est peut-être pas, enfin, ce genre de choses, c'est pas donné à tout le monde. Mais bien sûr, est-ce que c'est mon métier de fabriquer un site internet et puis de le maintenir, de faire des mises à jour, etc. Pas du tout. Moi, je suis capable de le saccager. Moi, je suis capable de le casser, etc. Donc, j'externalise des activités parce que je ne sais pas le faire. Ça me coûterait trop cher en interne. Est-ce que je vais embaucher une équipe de développeurs à l'école alors que j'ai des formateurs, j'ai une équipe pédagogique, j'ai des conseillers en formation, mais est-ce que je vais embaucher des développeurs en interne? Là, Stéphanie a raison, ça me coûterait super cher pour rien, pour un seul site internet. C'est ridicule. Je vais aller plutôt externaliser et confier ma production de mon site internet et la maintenance de mon site internet à quelqu'un qui sait le faire, dont c'est le métier. Et deux, évidemment, je ne vais pas embaucher 4 développeurs, un photographe, quelqu'un qui est spécialiste de la charte graphique de mon site internet. Donc, si les sociétés confient leur production, externalisent, excellent Sorel, externalisent une partie de leur production, c'est que, Stéphanie a raison, elles ont tout intérêt à le faire économiquement parce que ça coûterait trop cher de le faire en interne. Ce n'est pas leur métier. Fabriquer des chips et les vendre, c'est pas la même chose que de produire des patates. On est d'accord. Moi, si je fais des chips, je vais pas aller m'amuser à planter des patates parce que sinon, je n'aurais pas le temps de faire la communication sur mes paquets de chips. Donc, on voit très très bien qu'on a déjà des choses à dire sur quels sont les enjeux d'externaliser la production à des partenaires extérieurs. Entre parenthèses, les partenaires extérieurs, ils font partie des parties prenantes de la question d'avant. Vous êtes d'accord? Oui. Et bien voilà. Donc, si on a oublié les partenaires
et à qui on confie la production, eh ben, on met dans les parties prenantes, on le rajoute dans les parties prenantes. Ciara ou Chiara, je ne sais pas, pardonnez-moi. Ciara? Oui, oui, monsieur. Oui, Ciara? Oui. On est en train de traiter la question par question, là, si je comprends bien, parce que je suis un peu perdue. Oui, on est en train de traiter question par question et j'en étais On est à en vous train dire de traiter qu'on question ne par lit question. pas les documents pour l'instant, mais on commence par On ne lit marquer pas les documents pour chaque question. l'instant, mais on commence par marquer. Ah, Oui, ça, j'ai entendu que si j'ai bien compris, on montre d'abord nos connaissances et ensuite on en vient à répondre à la question avec les éléments au fond dans les annexes. Mais là, donc, du coup, on est bien à la 1.2, c'est ça? Oui, on est à 1.2 ou non, là, on était à 1.3. Oui, on est à 1.2 ou non, là, on était à 1.3. Ah oui, oh là là, ok. Mais c'est pas grave. Ok. Et si j'ai bien compris tout à l'heure, ouais, parce que j'ai une très mauvaise connexion. Hein. Si j'ai bien compris tout à l'heure, sur chaque feuille, on note la mission et ensuite on note les sous-questions, c'est ça? Oui. Alors, sur chaque feuille, on note les questions. Si ça tient sur une feuille, sinon, sur chaque feuille, on note les questions. Si ça tient sur une feuille, sinon, on prend Ciara, je vais vous répondre. Est-ce que vous voulez bien couper votre micro, s'il vous plaît? Parce que est-ce que vous voulez bien on entend un écho en. Ah oui, je pense que c'est ça qui fait. Oui. Ah oui, désolé. Et je vais vous répondre. Non, je vous en prie. Voilà. En fait, moi, je prendrais carrément 3 feuilles par mission et une feuille par question parce que finalement, vous allez voir que vous avez pas mal de choses à mettre sur une feuille et que les 3 questions, vous risquez d'être serré, de manquer de place. Donc, numérotez vos feuilles. Par exemple, mission, alors vous mettez sur la première feuille M1Q1, la deuxième feuille M1Q2, la troisième feuille M1Q3 pour question 3, la quatrième feuille M2Q1, la cinquième feuille M2Q2, M2Q3, etc. Un conseil, on ne fait jamais des brouillons recto-verso. On utilise juste un côté du brouillon. Moi, je connais quelqu'un qui, à un grand concours, a oublié de dire une partie des choses parce que je l'avais mis derrière et j'ai oublié de retourner ma feuille devant le jury. Donc, ne tournez pas vos feuilles. Les feuilles de brouillon sont gratuites à l'examen. Utilisez juste le verso. Et donc, si vous faites une feuille par question, vous serez à l'aise, vous aurez de la place. Vous aurez de la place pour mettre vos connaissances et vous aurez de la place ensuite pour aller chercher les éléments relatifs à la question dans les annexes. OK. Une parenthèse. Okay. J'arrête le partage. Une parenthèse. Également. J'arrête le partage. Ah, oui, Ciara, allez-y. Non. Ah, oui, Ciara, allez-y. Oui, j'avais aussi une question. Est-ce que c'est une épreuve qui demande beaucoup de rédaction? Oui. Est-ce qu'on doit aller dans la simplicité dans nos questions et faire quelque chose de condensé ou est-ce qu'on doit amener le correcteur petit à petit vers la réponse avec un peu plus de rédaction? Alors, il n'y a pas de règle. Il faut qu'il y ait un certain volume quand même. C'est une épreuve de 4 heures. Hein, mais il ne faut pas écrire. Ce qu'il faut éviter, c'est de recopier entièrement des morceaux d'annexes, etc., qui ne servent à rien. Il faut aller assez rapidement pointer ce qui va intéresser le correcteur et lui prouver que vous avez été chercher ce qui est pertinent pour répondre. Mais surtout, lui montrer que vous avez déjà des choses à dire de par vos connaissances personnelles ou de par votre réflexion personnelle. Ça répond à votre question, Ciara? Oui, je vous remercie. Je vous en prie, avec plaisir. Alors, ne regardez plus le document, s'il vous plaît. J'ai départagé mon écran. Au hasard, alors je vais prendre quelqu'un que je vois. Cassandra, vous m'entendez? Oui. Cassandra, vous n'avez pas le document sous les yeux. Non, non. De quoi vous allez parler dans vos 3 premières réponses? Les finalités, oui. les parties prenantes et, oui. Et de l'externalisation. D'accord. Merci Cassandra. On est d'accord que vous êtes donc prêt à rentrer dans les annexes. Parce que vous avez en tête les questions, parce que vous avez commencé à réfléchir à vos réponses globales
sans avoir lu les documents. Mais ce que vous avez déjà à dire sur les finalités, les parties prenantes et l'externalisation de certaines activités, du coup, vous l'avez en tête. Donc, vous êtes d'accord, Cassandra et les autres, que lorsque vous allez maintenant, après, lire les annexes, vous savez ce que vous allez chercher dedans. Alors, si vous aviez commencé par lire les annexes, vous ne sauriez pas du tout. On est d'accord qu'on a gagné une demi-heure? Oui. On a gagné une demi-heure et on a montré au correcteur qu'on avait des connaissances personnelles. C'est ce qui fait la différence entre une bonne copie et 90% des copies pour lesquelles les correcteurs se disent « Ok, il a encore recopié les annexes sans réfléchir à la question. J'en ai marre de ce métier. J'en ai marre des étudiants. Je les déteste. J'aurai pas d'enfants. Ah !» Alors que là, vous vous détendez, vous réfléchissez, vous vous dites, est-ce que j'ai des connaissances là-dessus? Si j'en ai pas, c'est pas grave, j'irai les chercher. Mais au moins, j'ai la question bien en tête. Et puis, j'ai mon brouillon qui est prêt, j'ai ma structure qui est prête. Et après, en 3/4 d'heure, je parcours les annexes et je vais remplir les éléments en prenant mes pages parce que je sais exactement quelle question est à quelle place. Et là, c'est du gâteau, c'est facile. It's a piece of cake. Et là, vous évitez l'erreur majeure qui fait que la plupart des candidats manquent de temps pour terminer l'épreuve et font une vague paraphrase des annexes en guise de devoir et ont 7,5 de moyenne, voilà, au BTS. C'est pas compliqué. Quand je vous ferai la méthodologie de la culture générale, si vous êtes là, je vous expliquerai qu'il ne faut surtout pas commencer par lire les documents sans prendre de notes. Je vous donnerai des conseils qui peut-être vous paraîtront surprenants, mais vous verrez, croyez-en mon expérience, j'ai formé des étudiants toute ma vie, ça marche, ça fonctionne. Bien sûr qu'on a envie de commencer à lire, on voit les autres le faire, mais c'est le meilleur moyen pour se planter. Alors que on commence par lire les questions, par réfléchir à chaque question, à bien organiser son brouillon, et après, on aura en tête ce qu'on va chercher, ce qu'on veut, parce que 90% de ce qu'il y a dans les annexes, ça va servir à rien. Est-ce que le nom du patron de l'entreprise, ça sert à quelque chose? Non. Est-ce que l'année de création de l'entreprise, ça sert à quelque chose? Non. Vous allez faire un devoir de 15 pages ou plus 15 pages avec, si vous prenez tout ce qu'il y a. Non, vous allez faire un devoir de 4-5 pages. Donc, ça veut dire que la plupart de ce qu'il y a dans les annexes ne servira à rien. Par contre, maintenant que vous avez en tête les questions, vous savez ce que vous allez chercher dans les annexes. Et si c'est dans des annexes différentes, hop, vous prendrez des petits bouts. Et vous montrerez au correcteur que vous avez bien vu dans telle annexe, il y avait un petit bout de réponse, dans telle autre annexe, il y avait un autre bout de réponse, etc. Mais pour l'instant, on n'en est pas là. Pour l'instant, on continue à ne pas lire les documents et on va faire la même chose, voilà, pour la mission 2. Donc, hop, on change de page de brouillon. Alors, innovation, quelle est, pour la question 2, donnez-moi le terme clé. Il y en a deux. Innovation. Il y a innovation et externalité. OK. Qu'est-ce qu'on commence par faire sur son brouillon? Définir externalité. Alors, on peut définir l'innovation. C'est mettre en place dans une entreprise un procédé qui n'existait pas et en espérer une meilleure efficacité. Après, l'innovation, tiens, est-ce que c'est dans les définitions que je vais vous envoyer? Innovation. Oui, normalement. Bah oui, voilà, innovation, c'est là. Pouf, vous voyez? Enfin, je ne sais pas si vous voyez. L'innovation, c'est la mise en œuvre d'un produit, d'un bien, d'un service ou d'un processus de production nouveau ou sensiblement amélioré, d'une nouvelle méthode commerciale, etc. Voilà, vous voyez, il y a tout. Il suffit d'apprendre des mots-clés et on peut donner au correcteur des éléments de réponse. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est simple, il y a innovation. Donc, voilà, c'est un produit. Et vous imaginez le correcteur, il va avoir 90% de ses copies, ça va être… Alors, un méthaniseur, c'est un appareil qui fonctionne comme ça parce que les candidats vont le lire dans l'annexe.
combien il aura de copies qui vont commencer par tout d'abord, qu'est-ce que l'innovation dans une société? C'est la mise en œuvre d'un nouveau service, d'un nouveau produit, d'une nouvelle technique ou d'un nouveau processus qui va permettre d'améliorer l'efficacité de la société. Le correcteur qui dit ça, il se dit, mais c'est pas possible. C'est super. Et après, vous parlez du méthaniseur, et encore, on s'en fout du méthaniseur. Hein. Mais cette question, elle vous est posée pour savoir si vous êtes capable de réfléchir à ce que c'est que l'innovation pour une entreprise. Oui, Sarah? Ah, non. Oui, et là, le mini-contexte, là, en 2019, la société Alto, nanana, on le lit, ça? Non, 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 vous allez directement aux questions pour l'instant. Pour l'instant, vous ne lisez rien. Pour l'instant, vous mobilisez ce que vous savez. Ça vous surprend, c'est ça? Non, pas forcément, parce que vous m'avez donné la technique de culture G, donc je sais que faut pas passer tout son temps à lire, quoi. Non, mais je pensais qu'on allait lire la mini. Non, non. Quand on lit sans prendre de notes, on perd son temps et on compromet la gestion de son temps sur l'épreuve. Alors, c'est quoi les externalités? Est-ce que j'ai externalité dans mon petit lexique? Je suis sûr que oui. Qu'un événement cause des conséquences à un environnement. Oui. Alors, c'est ça, Ryan. Alors, est-ce que j'ai externalité? Oui, externalité. Bah, c'est facile. Voilà. Une externalité, c'est une conséquence positive ou négative d'une activité économique qui n'était pas dans un contrat économique, qui n'était pas en fait prise en compte au départ pour le marché. Par exemple, si on construit une usine à côté de chez moi, là, l'externalité négative, c'est que ma propriété va perdre de la valeur. Par exemple, si je construis, comment dirais-je, si je mets en place une annexe de l'école dans un quartier, il va y avoir des externalités positives pour les commerçants du quartier parce que les étudiants vont sortir s'acheter des pizzas. C'est pas une conséquence voulue dans le fait d'acheter une annexe de l'école. C'est une conséquence qui n'était pas au départ prise en compte par le marché, mais ça a une conséquence. Ça peut être positif ou ça peut être négatif. Donc, si vous commencez par dire l'innovation, c'est le fait d'introduire un processus nouveau, un produit, un service nouveau qui va améliorer la productivité ou l'efficacité d'une société, et les externalités sont les conséquences positives ou négatives d'une activité économique qui n'était pas forcément voulue dès le départ, eh ben, le correcteur, il se dit, voilà, quelqu'un qui commence par réfléchir avant de recopier n'importe quoi. Vous comprenez ce qu'on est en train de faire? Oui. Je suis en train d'essayer de vous montrer qu'il ne faut pas rentrer comme des dingues dans les annexes parce que ça vous plante. Je suis en train de montrer qu'il faut commencer par mobiliser ce que vous savez, réfléchir, l'écrire, le noter pour ne plus l'oublier et que ensuite, on va le chercher dans les annexes. Alors, ensuite, pour la question 2, les soutiens des pouvoirs publics européens, bah, c'est une question qui appelle à dire quoi, par exemple? S'ils ont une aide de l'État, s'ils ont une aide de... Oui, bah, ça mène à dire qu'il y a certains secteurs d'activité qui peuvent bénéficier d'aide, soit d'aide de l'État, vous avez raison, Ryan, soit d'aide de l'Union européenne, etc. Alors après, pourquoi? Bah, ça, on ira le chercher, mais au moins on a en tête ça. Et puis, on va voir la troisième question. Je vais essayer d'accélérer un peu parce que sinon, je vais vous prendre tout votre temps. Expliquer à l'aide d'une argumentation juridique si Laurent Cavard peut faire quoi? J'arrive plus à lire. Peut faire cesser l'utilisation de la marque Breitz. Est-ce que cette question-là, cette fois-ci, elle est juridique? Est-ce que là, on peut y répondre sans aller voir les documents? Non. On est obligé d'aller voir, ils nous mettent souvent les articles de loi. Oui. Donc, je pense qu'on est obligé à ce moment-là même complètement de les utiliser et peut-être après d'illustrer avec la situation. Absolument ça, Farah. Donc, cette question, on se contente de la noter et on se dit, ça,
elle n'appelle pas une réponse sous forme de définition ou générale. Donc celle-là, on va être obligé d'aller voir dans les annexes. Mais au moins, on l'a en tête parce qu'on l'a noté sur son brouillon. Et on verra, quand on ira lire les annexes, on aura la question en tête, donc on saura ce qu'on va chercher. Et puis, vous faites pareil avec la mission 3, les conditions de travail. Vous notez bien en haut de votre brouillon le thème de la mission 3. On réfléchit sur les conditions de travail. Je vous rappelle que mission 1, c'était les parties prenantes. Mission 2, c'est comment développer une société. C'est le thème du développement. Montrez au correcteur que vous êtes dans le thème. Mission 3, c'est les conditions de travail. Et vous faites la même chose. Les leviers de motivation. Oh, les leviers de motivation, ça devrait vous dire quelque chose, ça. Quels sont les leviers de motivation? Je suis sûr que vous ferez du RH plus tard, certains d'entre vous. Et avec la pyramide de Maslow. Mais oui, Nadi, la pyramide de Maslow, avec la satisfaction des besoins élémentaires. Les théories d'Esberg. Oui, il y a des auteurs qui ont parlé des leviers de motivation. J'arrive jamais à prononcer celui que vous venez de citer, mais oui, il en a parlé aussi. Ryan? Près de Esberg, je pense. Oui, non, vous avez raison. Vous commencez par les citer. Puisque vous les connaissez, citez-les. Maslow, etc. Et là, le correcteur, il est content. Et puis, après, vous pouvez aussi réfléchir si vous ne connaissez pas les auteurs. Qu'est-ce qui peut être un levier de motivation quand vous travaillez en entreprise? Les conditions de travail, la qualité de vie. Vous le notez dans votre brouillon avant même d'aller chercher, pour faire une réponse, là encore, générale au correcteur, avant d'aller illustrer avec le cas particulier de la société de chips, là, Alto. Vous voyez? Vous commencez par pardonnez-moi, mais un de mes leviers de motivation, je vais vous paraître horrible, mais c'est quand même les sous. Voilà, on va le dire aussi. Après, le bien-être au travail, bien entendu, etc., etc. Proposer des leviers de motivation qu'on peut. Alors, les leviers de motivation, par exemple, si je veux motiver, mettez-vous à la place de n'importe quel chef d'entreprise, je veux motiver mes employés, les payer mieux, leur proposer des primes, leur proposer aussi un environnement de travail plus agréable, leur faire des challenges. Un levier de motivation, c'est aussi psychologique, c'est la reconnaissance. Former mes managers à aller tout simplement dire de temps en temps aux employés, écoutez, merci pour votre travail, c'est bien. Moi, il n'y a pas une semaine sans que je fasse des petits zooms ou des réunions avec les conseillers en formation, parce que je discute avec, parce que je leur demande tu vas bien, tout simplement, tu vas bien. Tu vas bien, c'est super important. Parce que si quelqu'un va pas bien dans mon équipe, si je m'en préoccupe pas, j'ai pas fait mon job. Et je pense que mon équipe, elle est aussi motivée parce que la première chose que je leur demande, c'est est-ce que tu vas bien? Est-ce que tout va bien? Est-ce que tu as des trucs à me dire? Est-ce que il y a des choses qu'on peut... voilà, et ils savent qu'ils peuvent de toute façon venir me taper sur l'épaule quand ils veulent, tous les uns les autres, parce que, et s'ils ont un problème, leur problème perso passe avant l'école. Je trouve quelqu'un pour remplacer, mais va d'abord régler ton problème perso. Si ta maman est malade, a un problème de santé, c'est prioritaire. Et si on n'est pas comme ça, les gens ne sont pas motivés. Donc, vous avez tous plein d'idées, je suis sûr, sur les leviers de motivation. Vous n'avez pas besoin de lire les annexes pour commencer 4-5 lignes de réponse. On est d'accord? Alors, proposer des leviers de motivation pour fidéliser. Vous savez très bien qu'en ce moment, un des grands problèmes des entreprises, c'est fidéliser les meilleurs employés, ce qu'on appelle les talents. La fidélisation des talents, ça fait l'objet de cours de RH, de master de Pascal Muller. Pourquoi? Parce que les RH de Pascal Muller, elles ont toutes, je dis elles parce que c'est que des filles, je ne sais pas pourquoi, mais elles ont toutes cette problématique en entreprise. Les gens aujourd'hui, ils quittent les entreprises comme ils veulent, du jour au lendemain.
Il y a un truc qui ne leur plaît pas, les murs ne sont pas de la bonne couleur, pof, je m'en vais. C'est très dur de retenir les gens. Mais, je le sais parce que même mes alternants sont comme ça. Ouais, on m'a mal parlé ce matin, puisque c'est comme ça, je me casse. Alors qu'il y a 10 ans, les alternants, c'était pitié, gardez-moi, gardez-moi, gardez-moi. Maintenant, c'est il y a un truc qui ne va pas. Enfin, je veux dire, c'est générationnel. Vous avez tous entendu parler de la Great Resignation, la grande démission aux États-Unis. Les gens, ça leur plaît plus la vie dans l'entreprise, ils se sentent pas bien, ils s'en vont. Ils retrouveront pas, ils s'en moquent. Ce qui est prioritaire, c'est leur vie. Donc, Après, c'est pas pareil. Enfin, le système du travail aux États-Unis n'est pas le même qu'en France. C'est beaucoup plus simple apparemment de quitter son job. Il n'y a pas vraiment de contraintes comme en France. Alors, pour un employé, alors si vous faites des RH Farah plus tard, vous apprendrez qu'il n'y a rien de plus facile pour quelqu'un en France de quitter son job. Oui, enfin, j'ai déjà, même moi en tant qu'employé, je suis déjà passée par vous plein de voyez. phases. J'ai fait des lettres de démission. Il y a des fois où j'ai fait des abandons de poste. Enfin, pas bien. Oui. Mais enfin voilà. Mais ah, elle avoue. ah oui, non, j'avoue. Mais j'étais Oui. exploitée. Donc vous admettez, Farah, que pour fidéliser les salariés, une société doit faire des efforts. Oui, mais je pense que aussi, c'est pas que du. Enfin, même si cette société fait des efforts, demain, l'employé, il n'a pas envie de bosser ou il n'y trouve pas son compte, enfin, ce sera toujours lui qui prendra la décision. Donc, même si Exactement. l'entreprise, elle fait de son mieux, il ne faudra pas venir toujours taper sur les doigts de la DRH ou du DRH, en fait, parce que l'employé, il a son propre libre arbitre et il fait ce qu'il veut, quoi. Je suis d'accord. Qu'est-ce que vient de nous démontrer Farah? Qu'elle a des choses à dire sur la question sans avoir lu les annexes. Eh bien donc, hein, Farah? Non, je disais, c'est pas faux, j'avais pas vu ça comme ça, mais ouais. Eh bien, il faut le voir comme ça, il faut faire comme ça. Dites ce que vous avez à dire sur la question dans votre brouillon, dites-le à votre brouillon pour ne pas l'oublier. Et c'est comme ça, et c'est le premier truc que lira le correcteur. Ce que vous, candidat, avez à dire sans même avoir lu les annexes. Bien sûr, après, il va falloir aller chercher les particularités de cette société dans les annexes. Mais d'abord, dites ce que vous avez à dire avant même d'avoir lu les annexes et le correcteur appréciera. Ce que vous avez à dire, ça peut être ce que vous avez appris, vos connaissances, la pyramide de Maslow, Berg, sur la motivation. Je sais plus comment. Il faudrait que j'apprenne le nom de ce type. Donner une définition, définissez les mots-clés, donner une réponse générale, proposer une réflexion de départ générale à toutes les sociétés, commune à toutes les sociétés. Et ensuite, il suffira d'aller récupérer dans les annexes les particularités de cette société pour compléter votre réponse. Et ça s'appelle une bonne copie. Alors, après, vous faites pareil avec la question 2. Hein, le télétravail, pourquoi pas se priver, hein, le télétravail, Excusez-moi de vous interrompre, monsieur, mais c'est juste, en fait, si je comprends bien, si on définit déjà les mots-clés, sans déjà avoir lu le sujet, et qu'ensuite, après, on rentre dans le vif du sujet, ça nous avance déjà non seulement en temps, mais aussi en gain de points, c'est ça? Parfaitement, c'est ce que j'essaie de vous démontrer au cours de cette séance. Et je vous jure que j'ai eu la chance de former, il y a plusieurs années, maintenant j'ai plus le temps, mais de faire des cours avec sur l'économie à l'époque, c'était pas le CEJM, c'était l'économie à part et le droit à part. Hein. J'ai fait mon truc, c'est plutôt la culture générale, l'économie, ce genre de matière. Moi, les matières pro, j'y connais rien, c'est plutôt Pascal Muller. Mais je suis historien de formation, donc l'économie, c'est pas loin, la culture générale, c'est pas loin. Je formais les premières choses que j'apprenais à mes étudiants quand je faisais encore des cours, c'était ne lisez pas les documents, parce que si vous rentrez dans les documents, vous allez oublier que vous avez des connaissances. Et du coup, vous allez commencer par faire de la paraphrase, ce qui n'intéresse absolument pas le correcteur. Commencez par réfléchir aux questions. Comme ça, quand vous lirez les documents, vous saurez ce que vous cherchez, vous saurez ce qui va vous être utile pour aller compléter votre brouillon. Mais toutes vos réponses commenceront par une réflexion ou une définition personnelle des mots-clés, des mots-clés.
avec des arguments qui montreront au correcteur que vous n'aviez pas besoin des annexes pour dire des choses. Et ensuite, ça sera beaucoup plus facile pour vous de parcourir les annexes et de piocher au passage ce qui va aller nourrir vos différentes réponses. Mais vous aurez en tête ce qu'il faut dire. Pareil, conséquences sur l'organisation du travail, mise en place du télétravail. Mais tout le monde a des trucs à dire sur le télétravail. Le télétravail s'est développé à partir de quelle période? C'est de l'histoire récente. La Covid. Mais bien entendu, donc vous commencez par dire ça, tout simplement. Le télétravail est devenu incontournable dans l'organisation du travail des entreprises depuis en particulier la crise du Covid. Avant, je ne sais même pas si les gens parlaient du télétravail. Maintenant, tout le monde veut du télétravail. Ou pas. Vous allez me dire, ça dépend des gens, mais toute entreprise est confrontée à une demande plus ou moins forte de télétravail. J'ai pas l'impression que vous êtes convaincu. Si, monsieur. Si. C'est bon, vous commencez à être fatigué ou Non, ça va. Bon, ok. Ça vous est utile au moins ce que je vous raconte là? J'espère. Oui. Ça redonne de l'espoir. Oui, carrément, oui. Mais je vous assure que ça marche. Donc, montrer la place du télétravail. Donc, on a parlé de la motivation. Vous avez forcément des trucs à dire sur l'organisation du travail dans une société. La place du télétravail, vous avez forcément à dire au minimum que ça s'est imposé à toutes les entreprises depuis la crise du Covid. Ensuite, alors la 3, analyser à l'aide d'une argumentation juridique la validité de cet avenant au contrat. Ça, je suis désolé, mais on peut pas y répondre d'une manière générale. On est d'accord, c'est dans la catégorie où on note juste la question et puis on ira chercher ce que c'est que cet avenant au contrat de travail dans les annexes. Là, souvent pour les questions plus juridiques économiques, l'article de loi il est dans les annexes, le contrat il est dans les annexes, donc on n'a rien à dire dessus a priori. Faut pas s'inquiéter. Hein. Mais moi, sur la question 3.3, si vous me dites, monsieur, qu'est-ce que je pourrais dire là-dessus sur la validité de cet avenant de mes connaissances personnelles, j'en sais absolument rien. Mais je le note quand même sur mon brouillon parce que je ne veux pas louper le passage où il va en être question dans les annexes. On est d'accord? Vous avez donc un brouillon. Vous n'avez pas lu une ligne du sujet. Enfin, vous avez lu le titre. Vous avez lu peut-être la première ligne, c'est une société qui fabrique des chips. C'est tout. Vous n'avez lu aucun document, mais vous avez déjà une structure, un brouillon, avec 3 parties, 3 missions, divisées en 3 questions, et déjà des éléments de réponse dans la plupart des questions. Oui, on est d'accord? Vous avez donc la structure, les questions en tête. Maintenant, combien de temps vous avez passé à faire ça sur vos 4 heures? 1 heure. Moins d'1 heure. Allez, je dirais 30-40 minutes. Mais il faut être capable de tenir psychologiquement 30-40 minutes sans foncer dans les annexes. C'est juste un effort que ça demande. Ces 30-40 minutes ne sont pas perdues, je vous assure. Parce que maintenant que vous allez lire les annexes, vous allez gagner beaucoup de temps. Pourquoi? Parce que vous allez survoler, vous allez lire les annexes, mais vous allez compléter vos réponses aux bons endroits. Dès que vous voyez un truc à piocher dans l'annexe, vous savez où il faut le mettre. Et puis surtout, vous allez laisser tomber et ne pas lire, ne pas porter votre attention sur ce qui ne vous est d'aucune utilité. Ce que vous n'auriez pas fait sans connaître bien en tête, sans avoir bien en tête les questions au départ. Maintenant, vous avez réfléchi sur toutes les questions et passé du temps. Vous les connaissez par cœur, les questions. Vous savez ce que vous cherchez. Donc, vous gagnez du temps parce que quand vous trouvez un truc intéressant, vous le notez sur votre brouillon. Mais surtout, quand vous voyez passer un truc pas intéressant, vous le laissez tomber. Et il vous sort de l'esprit immédiatement, il n'a aucun intérêt. Et maintenant que vous avez fait ça, vous attaquez et vous commencez à lire assez rapidement, je vous conseille, à lire le contenu, le contexte du sujet. Alors, c'est une entreprise industrielle, société par action simplifiée. Est-ce que ça a un seul intérêt pour ce qu'on fait?
dans les réponses? Non. Non, aucun. Elle est située à Saint-Girand, en Bretagne, près de Pontivy. C'est intéressant? Non, non plus. Absolument pas. Elle a été écrite en 1991 par monsieur Alain Glon. Alors, elle est actuellement dirigée par Laurent Cavard. Est-ce que ça a un intérêt, là? Si, ça on le note. Pourquoi? Parce qu'il y a un avenant au contrat qui le concerne dans une des questions. Donc, on sait que c'est lui qui dirige. Elle fabrique des chips à partir des pommes de terre en partenariat avec des agriculteurs bretons. Est-ce que ça, on le note? Oui. Et vous avez tous raison. Oui. Pourquoi? Parce qu'il y a une question qui concerne ce partenariat. Donc, ça, on va le mettre dans le brouillon. Et vous savez très bien que pourquoi c'est intéressant ce partenariat avec les agriculteurs bretons? Parce que c'est ce que réclament beaucoup les gens aujourd'hui. Il parle d'externalisation et aussi des parties prenantes. Alors, on le met aussi dans les parties prenantes, vous avez raison. Mais c'est surtout que c'est local, c'est pas local, puisque l'entreprise, elle est déjà en Bretagne. Délocalisé. Et oui, l'entreprise, elle est en Bretagne, c'est des agriculteurs bretons. Moi, j'y vois un argument de communication. Ça, c'est intéressant. Le modèle économique, la filière pommes de terre, chips, volonté de partage de valeur, rémunération complémentaire aux producteurs, nanana. Ça, c'est intéressant, mais je ne crois pas que ça réponde à une question. On est d'accord? Ça serait. Ça aurait pu être pour les leviers, non? Le fait que ça soit. Les leviers de motivation. Sarah, j'y ai pensé, sauf que c'est. Oui. Non, c'est pas ça que j'y ai pensé, c'est Sarah, vous avez entièrement raison. Dans les leviers de motivation des partenaires, il y a tout simplement, on les paye bien, on paye les patates à leur juste valeur. Ça fait partie des leviers de motivation qui font que les partenaires vont être fidèles, vont continuer le partenariat, vont pas finalement décider de vendre leurs patates à un autre producteur ou à un concurrent ou à l'étranger ou je sais pas quoi, ou vont pas laisser pourrir la récolte. Enfin, oui, Sarah, vous avez absolument raison, c'est dans les leviers de motivation. Donc, on met une petite note sur son brouillon. Et puis, on continue comme ça à lire. 309 personnes, il faut les motiver, c'est une PME quand même, c'est une grosse PME. Et puis on continue à lire, elle s'impose comme une force économique au cœur de la Bretagne, 265 agriculteurs, 200 entreprises. Hein. Et là, on est en train de noter les parties prenantes au fur et à mesure. Hein. Les partenaires, les salariés, 309 personnes, tout ça on note. Hein. On est d'accord. On est dans la réponse sur les parties prenantes, etc., etc. Voilà. Et puis, c'est un leader, nanana, elle a des concurrents. Alors là, je ne sais pas, les concurrents, on les compte dans les parties prenantes ou pas? Oui. Ok. Alors, à la limite, moi, je vous conseille pour cette question de faire carrément des bullet points avec les parties prenantes. À la limite, si vous les mettez dans le désordre dans votre brouillon, les parties prenantes, hop, vous les reclassez après quand vous rédigez le devoir. Oui, Syrah? Vous m'entendez? Oui, je vous entends. Oui. Alors là, quand vous dites on note, on fait notre propre résumé du contexte ou est-ce qu'on surligne? Non, vous ne surlignez pas. Tout ce que vous surlignez, vous serez obligé de le relire. Perte de temps. Vous prenez des notes. Ok. Tout ce que vous ne notez pas, vous l'oublierez. Souligner, surligner, etc. égale perte de temps. Lire sans prendre de notes égale perte de temps. Même conseil pour la culture générale. On vous dit des fois, il faut bien lire et relire les documents. Moi, je dis perte de temps. Tout ce qu'on lit sans prendre des notes est une perte de temps. C'est pour ça qu'il faut bien avoir en tête ce qu'on cherche au départ pour d'abord lire plus vite et pour noter les informations intéressantes et utiles et laisser tomber le reste. Ça répond à votre question, Sarah? J'ai une question, s'il vous plaît. Oui. Tout à l'heure, j'ai entendu dire qu'il faut prendre en compte les concurrents sur les parties prenantes mais si on décide de prendre, qu'est-ce qu'on peut dire? Ça a bugué, j'ai pas compris. Oui. J'ai entendu tout à l'heure quelqu'un dire que les parties prenantes, il faut prendre en compte aussi les concurrences. Oui.
Et ça, c'est ça la question. Si on les prend, qu'est-ce qu'on peut dire Ah non, mais on vous demande dans la question, on vous demande simplement de lister les parties prenantes. On ne vous demande pas d'en dire quelque chose. On vous demande de les repérer. En fait, on vous demande de savoir quelles sont les parties prenantes dans une entreprise. D'ailleurs, votre réponse sera encore mieux si vous en trouvez qui ne sont même pas dans les annexes. Par exemple, j'ai pas lu tout le sujet, pour être honnête. Hein, je l'ai parcouru. Non, j'ai compris, c'est juste que les concurrences, je sais pas pourquoi on doit les mettre sur les parties prenantes. Ben, je me pose la question. Alors, on va aller chercher sur Internet, d'accord? On va se demander si on compte les concurrents dans les parties prenantes. D'accord. Parce que j'admets que j'ai pas la réponse. Voilà, je sais pas. Donc, je vais aller chercher en cachette pendant que vous regarderez ailleurs. Hein, voilà. Je sais pas tout, hein, vous savez. Oui, par contre, ce que je sais, c'est que le correcteur apprécierait si vous trouvez des choses qui ne sont pas dans les annexes. Par exemple, je crois qu'il n'est pas question des syndicats. Or, ça, je le sais, les syndicats font partie des parties prenantes. Donc, dans votre réponse, ne vous privez pas de dire au correcteur, les annexes n'en font pas état, mais il doit bien y avoir les syndicats, les représentants du personnel aussi dans les parties prenantes. Ouais, ça, c'est les parties prenantes internes. Donc, c'est les concurrences que j'ai des soucis avec, mais il faut que je cherche aussi. Bon, écoutez, on va chercher. Regardez ce qu'on fait. Voilà. Hop. Je vais me. Quand on ne sait pas un truc, on demande à qui? À Google. Eh oui. Exactement. Alors, quelles sont les parties prenantes? Tiens, il y a quelqu'un qui l'a déjà demandé. D'une entreprise, les instances dirigeantes, le CEO, les actionnaires, les salariés, les fournisseurs, les clients, les pouvoirs publics, les ONG. RSE, qui sont les parties prenantes d'une entreprise, les pouvoirs publics, les actionnaires, les clients, les ONG, les syndicats, j'avais raison, les riverains. Si vous n'aimez pas l'odeur de la chips, hein, les collaborateurs, bien sûr, les clients, les fournisseurs, il n'y a pas les concurrents. Voilà. Merci. On a notre réponse et en plus, maintenant, vous saurez répondre une réponse complète quand on vous posera la question « Quelles sont les parties prenantes d'une entreprise ?» Alors, je reviens sur mon truc. Donc, on lit. Mais vous voyez combien de temps ça nous a pris pour lire le contexte, maintenant qu'on a les questions en tête, et prendre en note les bons éléments? On a mis combien de temps, là? 1 heure. 15 minutes, pour lire le contexte. Ah, non. 15 minutes 10 minutes. 10 minutes, je dirais. Voilà. Eh bien, vos 15 pages d'annexes, tout à coup, elles font moins peur, non? Vos 15 pages d'annexes, maintenant que vous avez en tête les questions et que maintenant vous avez en tête qu'est-ce que je cherche comme élément de réponse, vous avez qu'à les survoler. Et vous prenez des notes au fur et à mesure pour compléter votre brouillon. Et on fait la même chose. Alors, on y va. Maintenant, ça fait plus peur parce qu'on sait ce qu'on cherche. Ah bah tiens, il était là, lui. J'avais même pas vu qu'il était en annexe 8, Frédéric Herzberg, que vous aviez cité. La théorie bifactorielle. Si vous étiez tombé dessus comme ça, en commençant par lire les annexes, ça vous aurait fait peur, la théorie bifactorielle. Moi, je vois la théorie bifactorielle, je vois ça comme une sorte de monstre vert avec des antennes. Et puis, j'ai un peu peur. Maintenant que je sais que c'est juste un levier de motivation que je vais aller chercher. Hein. Et en illustration à ce que j'aurais, moi, dit. C'est-à-dire, j'aurais dit Maslow, j'aurais dit le salaire, les primes, les conditions de travail, j'aurais dit plein de trucs avant, que j'aurais pas pensé à dire si j'avais juste été lire l'annexe 8 sur la théorie bifactorielle de Frédéric Herzberg. Ouais, on va l'appeler Frédéric, d'accord? On le connaît maintenant. Hein. Alors, regardez, vous lisez juste les titres des annexes. Et ben, vous savez où vous allez chercher vos éléments de réponse. Il n'y a plus qu'à aller à la pêche. Sauf qu'on va à la pêche en sachant où il y a du poisson. Je commence à avoir faim, moi, quand je commence. Alors, on y va. Les dates clés de la société Alto, ça va nous être vachement utile.
Non, on s'en fiche. Donc déjà, on ne va pas passer beaucoup de temps sur l'annexe 1. Les engagements, ça peut être utile pour motiver les parties prenantes ou les fidéliser ou motiver peut-être les salariés. Ça, on va quand même jeter un œil sur l'annexe 2. Les épluchures de légumes transformés en biogaz. Ça peut être intéressant. Ça veut dire qu'ils veulent faire de l'environnemental. Hein? Parce que moi, les épluchures de légumes, je les fous à la poubelle, pardonnez-moi. Mais eux, ils les transforment en biogaz, monsieur. Et donc, ça veut dire qu'il y a peut-être un truc à dire dans une des réponses. Oui, la finalité. Monsieur? Oui, dites-moi. Ça correspond à l'innovation dans la question de la mission 2. Yes, Claudia. Oui, bien sûr. On renforce le site en Ardèche, donc on est bien dans le développement de l'entreprise. On est d'accord? L'entreprise se développe, d'ailleurs, elle renforce son site en Ardèche. Vous voyez, j'ai même pas lu le contenu que je sais déjà, j'ai déjà des pistes et des idées sur comment je vais utiliser telle ou telle annexe. Et même pas j'étais dedans. Alors après, on a la théorie de Herzberg, c'est sur la motivation. On a la génération Z, tiens, sur les nouvelles formes de travail. C'est la question qui portait sur le télétravail et l'organisation du travail dans la société. On est d'accord? Non? Oui. Oui. La proposition d'avenant au contrat, on a dans l'annexe 10, donc la réponse à la question à laquelle on ne savait pas répondre. Vous savez, ce fameux avenant au contrat. Ben, cette réponse, on sait maintenant où on va aller la chercher. Et on ne va pas perdre du temps à lire tout comme ça. Non, on va piocher dans chaque annexe de quoi répondre à nos questions. On va aller chercher en ayant en tête ce qu'on cherche. La génération Z, donc c'est sûr. Alors, la génération Z, elle va nous aider à répondre à la question sur la motivation. Vous vous souvenez? Mais aussi à la question sur le télétravail et l'organisation du travail chez Alto, fabricant de chips. La proposition d'avenant au contrat, celle-là, ça va nous donner tout cuit la réponse à la question 3, je crois, enfin j'ai oublié, mais c'est pas grave. Les obligations de l'employeur en matière de télétravail, c'est à nouveau, vous voyez comment en fait les bouts de réponse sont répartis dans les différentes annexes. On est à nouveau dans l'annexe 11 dans la question de l'organisation du travail. Donc, en fait, ce qu'ils font, c'est que pour distinguer les bonnes copies des mauvaises, ils mettent des éléments de réponse et ils les séparent avec des annexes qui n'ont rien à voir. Réfléchissez, si on était intelligent, on mettrait les obligations de l'employeur dans le télétravail à côté de la génération Z ouverte aux nouvelles formes de travail, ça serait plus logique. Mais ils ont glissé l'annexe 10 sur l'avenant au contrat qui n'a rien à voir, tout simplement pour vous faire passer à autre chose et pour voir si le candidat est capable de synthétiser des réponses et d'aller piocher les bonnes informations dans les bonnes annexes. Mais de toute façon, toutes les réponses sont dans les annexes. Ne dites jamais que je vous ai dit ça, mais à la limite, vous n'avez rien à apprendre en CEJM. Si vous avez la bonne méthode, vous faites le bon brouillon, vous gérez bien votre timing, vous ne pouvez pas ne pas avoir la moyenne au minimum. Et si vous, avec un peu d'entraînement et avec un peu de connaissances personnelles, vous ne pouvez pas avoir en dessous de 15. Il nous faut quand même quelques termes, on va dire, quand même, que vous avez dans... Voilà. Pas plus. Oui, voilà, non, je m'attendais pas non plus à réviser de tout dans sa globalité depuis l'année dernière. Mais... Il y a tout là-dedans. Oui. Mais de toute façon, Farah, quand je vous ai montré les mots-clés, quand on a trouvé ensemble les mots-clés, c'est même pas moi qui vous les ai montrés, c'est vous les uns les autres qui m'avez dit « Ah, ça, c'est un mot-clé ». C'est même l'un ou l'une d'entre nous qui m'a dit « Ça, il faudra peut-être le définir ». J'ai fait que dire oui. Et puis, il y avait 3 personnes derrière qui étaient déjà en train de donner des bouts de définition. Donc, avec ce que vous avez appris, si vous faites simplement l'effort de réfléchir à chaque question et de commencer à répondre avant de vous jeter, de vous noyer dans les annexes, c'est ça que je voulais vous dire aujourd'hui, c'est ça le message que je voulais vous faire passer. Si vous n'avez pas de difficulté en réalité en CEJM. Non, mais en tout cas, le message, il est vraiment bien passé. J'espère. Oui, J'espère oui. parce que là, on voit déjà tous les uns et les autres ce qu'on va aller chercher dans les annexes. C'est pas une matière difficile. C'est une matière où vous pouvez gagner des points en fichant rien l'année. Je ne devrais pas dire ça.
si vous avez la bonne méthode, si vous résistez à la tentation d'aller vous jeter dans les annexes, vous maîtriserez le truc. Et quand vous passerez aux annexes, vous saurez exactement ce que vous cherchez. Elles vous feront plus peur. Ça s'embrouillera pas dans tous les sens dans votre tête. Vous vous demanderez pas, je vais parler de quoi? Ça parle de patates, ça parle de chips. Non, ça parle de motivation, ça parle d'externalité, ça parle d'un avenant. Bon, on va aller le chercher, cet avenant. Hein. Et là, hop là, on y va. Cette fois-ci, on lit les annexes, mais on lit en prenant des notes. Alors, voilà, la société accélère son développement. Bah, c'est la question sur le développement, puisqu'elle investit dans un méthaniseur. On est dans le thème de quel mot-clé? La question, le méthaniseur. C'est l'illustration. Innovation. Oui, très bien. Bien joué. On est en plein dans l'innovation. Voilà, dans le méthaniseur, qu'est-ce qu'on met? On met les épluchures de patates. On va appeler ça des pommes de terre. Moi, j'appelle ça des patates, mais bon, on met les épluchures des pommes de terre. Il y a des petites bactéries qui vont bouffer les épluchures, et puis ça va fabriquer du gaz, et qui va permettre en plus à la société de récupérer ce gaz, et donc de faire des économies. Vous voyez, il y a un intérêt environnemental et un intérêt économique. Bon, voilà. Ça a été accompagné par l'Union européenne, dans le cadre du Fonds européen, c'était une autre question, je ne sais plus lequel. Alors, les externalités, les externalités, c'est des externalités positives, puisque ça va crée de l'emploi dans la région. On est d'accord? Ça crée de l'emploi pour des agriculteurs. Donc, on est là dans le cadre d'activités positives. Alors après, on peut imaginer des externalités négatives. Hein. Moi, j'aimerais pas habiter à côté d'une cuve avec des épluchures de pommes de terre en train d'être rongées par les bactéries. Donc, il n'en est pas question dans l'annexe, mais j'ai le droit aussi de donner mon point de vue et de dire qu'il y a peut-être aussi des externalités négatives qui ne figurent pas dans les annexes. Il y a des riverains. On a vu tout à l'heure que les riverains font partie des parties prenantes. Petite parenthèse, si je dis au correcteur, tiens, j'ai pas trouvé ce truc dans les annexes, mais il y a des riverains, peut-être qu'il y a pour eux des externalités négatives, il n'en est pas question dans le corpus de documents, le correcteur, il est super heureux. Parce qu'il voit bien que vous avez des idées qui ne sont pas simplement des trucs que vous avez pompés dans les annexes. Alors, on continue, toc, 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 toc. Voilà, après c'est découpé. Et puis, on passe maintenant aux annexes. Alors, qu'est-ce qu'on va garder là-dedans? Vous voyez mon écran? C'est partenariat, les pommes de terre revendues à des marques comme Flodor, Croquis. On s'en fiche. L'entreprise produit 800 tonnes la première année. On s'en fiche. Obtention de la certification internationale Food Standard. On s'en fiche. Création d'EasyPack. On s'en fiche. Alors, certification bio est obtenue, est-ce qu'on s'en fiche? Non. Non. Ça, on le prend. Les additifs sont supprimés, c'est donc du bio. On est donc sur un marché bio. C'est de l'innovation. C'est de l'innovation au service de l'environnement et c'est de l'innovation aussi au service de la qualité et des attentes. Ça rejoint les attentes des consommateurs. Donc, c'est marrant parce que, vous vous souvenez, ils disent c'est une entreprise industrielle, c'est des pommes de terre, on s'attend au gros machin un peu ringard, vous êtes d'accord? Or, ça prouve là que dans tous les domaines, y compris l'industrie la plus basique, la patate, on peut innover. Et ça, il faudrait le faire remarquer au correcteur. On continue, puis au fur et à mesure, on pioche ce dont on a besoin pour répondre, alors on va pas faire les 15 pages, hein, pour répondre aux questions. L'emploi local, ça aussi, c'est un argument. Elles sont sympas, ces chips. Peut-être en acheter, tiens. J'adore les chips. Voilà, après, vous parcourez, cette fois-ci, vous parcourez les différents documents, mais vous ne piochez que les illustrations qui sont nécessaires à compléter vos réponses. Voilà ce que je voulais vous montrer aujourd'hui en réalité. Et vous ne l'avez pas fait en classe ce sujet.
Moi, je l'ai fait l'an dernier. On a déjà fait. S'il y en a certains d'entre vous, certaines d'entre vous qui ont envie de faire un sujet pour tenter, vous pouvez me l'envoyer. Et puis moi, je vous mettrai une note indicative, un petit commentaire. Il n'y a rien qu'oblige, hein, mais si vous avez envie d'appliquer la méthode, vous entraînez. Après, vous pouvez aussi aller chercher n'importe quel sujet en ligne. Hein, vous tapez, alors je vais vous montrer. Moi, j'ai fait comme ça. Hein. Vous avez les sujets de ces dernières années, mais vous avez aussi des sujets qui tombent, des exemples de sujets qui tombent, vous savez, à Pondichéry, en Nouvelle-Calédonie, etc. C'est pas les mêmes sujets qu'en métropole parce que il y a un décalage et les étudiants passent pas le même jour. Donc, ça vous donne un panel. Alors, on va retourner voir notre ami Google. Hein. Hop là. Vous tapez sujet BTS CEJM et vous tombez sur le mieux, c'est pas Studirama, c'est pas ça. C'est les sujets qui sont sur l'Académie de Versailles. Alors, je vais noter Académie de Versailles. C'est là où je les ai tous trouvés. Voilà, sujet d'examen. Voilà. Pof. Vous voyez, vous les avez tous. Le cas élite, le cas la librairie, la montagne, le cas alto. Tiens. Vous voyez? Vous voulez que je vous envoie le lien? Oui, s'il vous plaît. Alors, je vous le mets dans le forum de discussion. Je vous le mets dans le forum de discussion. Hop. Tac. Et là, vous avez tous les sujets. Entre parenthèses, si on prend, il nous reste un peu de temps, je ne vais pas vous prendre trop de temps, mais si on prend n'importe lequel, le cas, je ne sais pas, je vais prendre librairie, la montagne, épreuve Polynésie, je ne connais pas du tout. Vous le voyez s'afficher? Si on fait la même méthode, on prend les questions. Alors, mission 1, là, présenter les particularités de la librairie, analyse de l'environnement, mesurer les impacts de l'environnement. Bon, on va aller voir l'intérieur des missions et on fait la même chose, même méthodo. Mission 1, les particularités, identifier les finalités de l'entreprise. Oh, vous ne trouvez pas que ça ressemble? Oui. Ils posent toujours les mêmes questions. Ou souvent les mêmes questions, ça revient, parce que c'est des thèmes importants en économie. On commence toujours par demander aux étudiants, est-ce que au moins tu as bien compris les finalités d'une entreprise? Donc, c'est pas étonnant. Expliquez pourquoi les principes de participation des salariés favorisent leur motivation. Dites donc, on n'est pas à nouveau dans le thème de la motivation, on va sortir de Frédéric, notre ami Frédéric, notre ami Maslow avec sa pyramide et les salaires, les primes, le télétravail, l'environnement de travail, etc. Qu'est-ce que c'est la troisième question? Il n'y en a que deux. Ensuite, l'environnement. Les offreurs, l'évolution des offreurs. Ok, d'accord, bon. Les conséquences des lois. Alors ça, il faut aller les voir, les lois. Hein. Mais tout est dans les annexes. Le rôle de l'État sur le marché. Le rôle de l'État, c'est un thème. Alors là, c'est pas comme dans l'autre. L'autre, c'était plutôt le rôle de l'Union européenne. Vous vous souvenez? Là, c'est le rôle de l'État, mais c'est un thème central dans votre programme de CEJM quand même. Vous avez des cours. Hein. Faut pas louper quand même. Voilà. Le macro-environnement diagnostic, bon, ça, c'est facile. Il vous suffit d'avoir un schéma en tête. Enfin, vous voyez qu'on retrouve ou des mêmes questions, ou des questions qui sont similaires, ou alors des questions pointues, mais vous allez forcément trouver les réponses dans les annexes. Vous voyez que en fait, tous les sujets se ressemblent. Tous les sujets se ressemblent avec des particularités, mais aucun, si vous avez la bonne méthode, aucun ne devrait vous poser de difficultés.